Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour vous, Mayotte, je reprends vos mots, a un gros avantage que n'ont pas d'autres territoires. Ce sont des petites exploitations qui ne nécessitent pas d'utiliser trop de pesticides industriels, mais on en utilise encore. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que les agriculteurs et notamment les maraîchers peuvent se passer de pesticides? Alors, je pense que cela peut dépendre d'un certain nombre de conditions, en particulier le climat. On ne peut pas forcément s'en passer en toutes circonstances. Il faut distinguer les pesticides entre eux. Il y a l'herbicide, principalement le glyphosate, qui n'est pratiquement pas utilisé à Mayotte. Et puis il y a les insecticides qui peuvent être utilisés de manière beaucoup plus nécessaire. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que le territoire a donc une certaine chance parce que la structure agricole nécessite moins l'usage de ces produits. Néanmoins, ça peut être nécessaire. Et donc l'effort que nous faisons porter, c'est sur la sécurité de l'utilisation. Il faut former les agriculteurs, les informer que ce produit peut être dangereux, les habituer aussi à l'utiliser dans des proportions juste nécessaires. Justement, vous avez dit qu'il faut former les agriculteurs. Hier, on vous a suivi sur le terrain et il y a un des chargés de mission du plan Éco-Phyto qui disait qu'il manquait concrètement à Mayotte 50 conseillers sur le terrain. On n'en compte que 4 ou 5 pour 8000 agriculteurs recensés. Est-ce que votre venue à Mayotte peut changer quelque chose dans ce domaine-là? Je crois que ma venue à Mayotte, comme d'ailleurs dans d'autres départements français, contribue à faire monter la prise de conscience publique sur ces questions, de manière à ce que les acteurs locaux en fassent une priorité quand c'est nécessaire. Et je crois qu'ici, la question de la santé des utilisateurs, qui est aussi la santé des familles, parce qu'ici, vous avez une agriculture vivrière. On cultive pour se nourrir et pour nourrir sa famille. Et pour vendre aussi, beaucoup de maraîchage. Naturellement, pour vendre aussi. Mais donc, quand on est conscient de ça, on voit que si on n'est pas un utilisateur bien averti, on peut mettre en risque son environnement. Donc, c'est aussi une priorité de santé publique. Et ici, il y a des autorités de santé publique. Le préfet du département est chargé de ces missions. Le conseil départemental peut jouer un rôle. La chambre d'agriculture également. Donc, les acteurs sont en place. Simplement, chaque fois qu'on peut faire monter un peu cette priorité, moi, je suis content. Donc, vous aussi, vous pouvez jouer un rôle là-dessus et impulser justement cette politique pour avoir plus de conseillers sur le terrain. Ça peut être le cas. Disons que cette question-là, c'est une question après de choix budgétaire, d'arbitrage. Il faut trouver les financements et très souvent, les arbitrages consistent à renoncer à certaines choses pour en faire d'autres. Mais je crois que là, ce sujet-là vaut la peine. Alors, quels sont les objectifs fixés pour Mayotte sur justement l'utilisation de ces produits phytosanitaires? Parce que dans l'Hexagone, je me rappelle qu'après le Grenelle de l'environnement, on parlait d'une réduction à hauteur de 50% au moins à l'horizon 2018. Est-ce que pour Mayotte, il y a des objectifs comme ça chiffrés à un horizon donné? Alors, il y a un objectif national qui reste celui que vous avez dit. Simplement, la date de l'objectif est passée à 2025. C'est une sorte d'horizon qui s'est un peu dérobé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'y était pas arrivé tout de suite. La particularité de Mayotte, c'est qu'on a plus de difficultés à compter les volumes de produits qui sont vendus. Parce qu'en métropole, on sait les compter parce que les utilisateurs doivent payer une taxe particulière qui est la taxe pour pollution diffuse. Cette taxe n'existe pas à Mayotte, donc on ne la paye pas et on ne bénéficie pas, sauf un tout petit peu de retour financier. Mais du coup, puisqu'on ne peut pas compter le contribuable, on ne sait pas combien de contribuables utilisent ce produit, ni quelle quantité. Donc on a un premier problème, c'est de compter les quantités. Et on a un deuxième problème, pourquoi ne pas le dire, c'est qu'il y a aussi certaines importations irrégulières qui peuvent arriver, qui viennent en particulier, qui transitent par le continent africain. Donc vous voyez, on a une première question qui est la connaissance du phénomène. Mais on sait de toute façon qu'on va dans la bonne direction si on agit sur la santé publique. Et ce qu'on peut dire par des approximations qui ne sont peut-être pas extrêmement précises, c'est que la tendance ici est plutôt à la baisse de la consommation, de l'utilisation des produits phytosanitaires par surface. Donc c'est un territoire qui marque sa confiance et sa conscience du danger de ces questions-là. On est donc plutôt économe en règle générale, mais dans un tableau qui mériterait d'être mieux précisé, mieux décrit. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine-là qu'on rencontre cette difficulté. Et c'est le travail que vous allez faire lorsque vous allez rentrer en métropole? Non, je ne me substitue pas aux acteurs locaux. Je suis là plutôt comme une sorte... Je plante des graines, je discute, je provoque des discussions, comme nous le faisons ce soir grâce à vous. Et puis ensuite, les choses se développent parce que les acteurs locaux sont parfaitement majeurs
majeur et mature pour s'occuper de ces questions. Et je suis persuadé qu'on le fera ici parce qu'on a une conscience de l'environnement et des avantages dans la structure de l'agriculture qui fait qu'on a de bonnes chances ici, je dirais, pratiquement de faire mieux que sur la métropole. Merci beaucoup Pierre-Étienne Biche d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le préfet chargé de coordonner le plan de réduction des pesticides dans les régions. Merci beaucoup. Merci.